Retour sur le plateau de la semaine de l'Écho. 2h30 pour se justifier, pour se défendre devant les caméras du monde entier. Depuis Beyrouth, Carlos Ghosn a tenté de démonter les accusations de la justice japonaise et livrer sa vérité. A-t-il convaincu? Quel avenir pour l'alliance Renault-Nissan? Quelles leçons tirées de cette affaire politico-financière? On en parle avec mes invités. Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique. Mariette Rie, déléguée syndicale de Force ouvrière chez Renault. Et Pierre-Henri Leroy, fondateur et président de la société de conseil d'analyse financière Proxinvest. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Document à l'appui, Carlos Ghosn a contesté les accusations de fraude fiscale et d'abus de confiance et pointé du doigt la justice et la direction japonaise de Nissan. Écoutez quelques morceaux choisis de cette conférence de presse suivie de quelques réactions recueillies à Beyrouth et à Tokyo. I did not escape justice. Je n'ai pas fui la justice. J'ai échappé à l'injustice et à la persécution politique. Je suis innocent de tout ce dont on m'accuse, tout. Et je peux maintenant le prouver parce que j'ai à ma disposition de nombreux documents. Cela est absolument intolérable. Le système de justice pénale au Japon définit des procédures appropriées, tout en garantissant les droits fondamentaux de la personne. Avec tout ce qui se passe au Liban, la crise et tout, je ne sais pas si on a honnêtement intérêt de le recevoir au Liban, surtout là, avec l'Interpol et tout. Personnellement, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème avec lui. Je pense qu'il est innocent. Car quand il est devenu patron de Nissan, l'entreprise était en train de couler. À l'époque, il était considéré comme un homme d'affaires brillant. Ça a bien changé quand on regarde les nouvelles aujourd'hui. Il défend son innocence. Mais on ne peut tolérer son évasion illégale du pays. Fuir n'est pas la bonne solution. Il doit se présenter devant la justice. Mariette Rie, on imagine que cette conférence de presse, elle a dû être très suivie en interne. Sa parole était très attendue. On ne l'avait pas entendue depuis son arrestation, en tout cas comme ça en direct. Comment cela a été perçu au sein de l'entreprise ? Alors déjà, je précise qu'effectivement, ça a été largement suivi parce qu'il faut se remémorer également l'état de sidération dans lequel l'entreprise a été, les salariés également, avec très peu d'informations au départ. Et puis également, très rapidement, tout le monde a pris conscience qu'il était nécessaire, indispensable de pouvoir préserver la pérennité de l'Alliance. Donc ce sujet-là, effectivement, était très attendu. En tous les cas, la vérité, sa vérité à Carlos Ghosn était très attendue par les salariés. Et les réactions ? Les réactions, elles sont diverses. Elles sont diverses, pourquoi? Alors, j'ai entendu, et beaucoup de personnes disaient qu'il a eu raison tout simplement de fuir le Japon, de s'évader. D'autres disaient, en fin de compte, que, écoutez, c'est un grand patron. Certains, effectivement, se disent, écoutez, il doit rendre des comptes par rapport à les accusations qu'on a contre lui. Certains le regrettent, et d'autres pas du tout. Sophie de Menton, on entend donc des réactions très partagées. En tant que chef d'entreprise, comment vous l'avez trouvé? Résistant, convaincant, touchant, arrogant, véhément? Alors, il faut vraiment que j'essaie de cataloguer mes positions. J'ai d'abord écouté en tant que public. J'ai trouvé qu'il était excellent. J'ai trouvé ça brillant. Au premier abord, oublions que je suis présidente d'un mouvement qui s'appelle Éthique. Quand j'ai appris son évasion, à la fin de l'année, c'était la bonne nouvelle. C'était formidable, c'était une espèce de feuilleton. C'était, vous savez, la réalité qui dépasse la fiction. C'était le fait que, quoi qu'il arrive, parce que cet emprisonnement était on nous le faisait suivre, on nous montrait ce qui se passait, c'était très violent. Enfin, moi, ça me choque. Je veux dire, il y avait vraiment les droits de l'homme qui étaient touchés dans ça, et patron ou pas. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la réaction de Mélenchon, qui m'a quand même, qui est très inhabituelle, et qui a dit, mais peut-être opportune de sa part, sachant ses relations avec la justice française. Absolument, et qui a dit, c'est pas parce qu'on est un grand patron et riche qu'on n'a pas le droit de s'évader quand on a l'impression que c'est pas juste. Donc c'était assez rigolo. Donc tout ça est un feuilleton. Cela dit, il y a énormément de volets là-dedans. Il y a sa culpabilité. Il faut voir, on n'a pas de dossier, etc. Il se défend pour l'instant. Voyons de quoi on l'accuse vraiment. On n'en sait rien. Il y a l'avenir de l'entreprise et ses relations avec Nissan, qui sont un vrai sujet. Et enfin, l'attitude de la France, pardonnez-moi. Moi, je ne suis pas très... Quand on est ressortissant français, j'attendais un peu autre chose de mon pays.
Pierre-Henri Leroy, on va revenir dessus. Vous me disiez avant l'émission, il a fait du Gaune. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Est-ce que, selon vous, cette conférence, elle peut redorer le blason, son blason personnel, ou au contraire, elle serait de nature à alimenter une certaine défiance à l'égard de l'élite? On l'a entendu dans un contexte social difficile, que ce soit au Liban comme en France. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a tout de même des moyens considérables. Et on voit bien qu'il est au-dessus des lois. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour le servir. Il y a tout un aéropage de gens qui sont payés, des avocats, des agences de communication. Il est au-dessus des lois, vous dites. Et donc, voilà, ça, c'est une chose qui est frappante. Moi, ça me frappe, si vous voulez. J'ai connu des patrons français qui... je connais par exemple le patron d'Airbus, qui était payé 14 fois moins que le patron de Boeing, et qui vivait de façon très simple et de façon... c'est un autre sujet, ça. C'est un sujet intéressant, mais si vous voulez, le fond de la chose, c'est que il n'est pas propriétaire de Renault, il n'est pas fondateur de Renault, il n'est pas propriétaire de Renault, il était simplement le dirigeant de Renault. Alors, un dirigeant qui fait quand même un succès incroyable de Renault, d'une société qui allait pas bien, c'est aussi bien qu'un entrepreneur. Comme Airbus. Oui. C'est un système dans lequel Carlos Ghosn se serait enfermé dans le pouvoir, vous avez dit. Expliquez-nous ce que vous voulez dire. C'était mécanique. L'alliance avait été brillamment montée, mais elle avait un petit risque, c'est que le patron puisse s'enfermer. C'est ce qui s'est passé, puisqu'il y a 2 ans, comme vous savez, il a fait renoncer de façon hallucinante, et là les administrateurs, je n'ai jamais compris, ils ont renoncé à leur droit de vote chez Nissan. Vous avez vu ça? C'est hallucinant. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acte totalement anormal de gestion. C'est-à-dire, pour moi, c'est un acte anormal de gestion. C'est-à-dire que la société Renault avait 43% chez Nissan, et voilà que du jour au lendemain, elle accepte de dire « je ne voterai jamais » sans être d'accord d'abord avec le président du conseil d'administration de Nissan. Donc Carlos Ghosn. Oui, mais alors... Qui était Carlos Ghosn, bien sûr. Oui, et donc, selon vous, c'est Carlos Ghosn qui est responsable de ça, ou ce système qui a permis qu'il puisse en profiter? Il était le bénéficiaire direct, c'est lui qui l'a demandé, il l'a obtenu. C'est comme toutes les rémunérations, les avantages qu'il a obtenus, il les a demandés. Vous êtes d'accord, Mariette Rie? Alors, si vous faites effectivement allusion à ce qui s'est passé après 2015, au moment où l'État est monté au capital, 2015, c'était en 2015, effectivement, le fameux Rama était un peu... remis en cause, et c'est vrai qu'en fin de compte, à ce moment-là, il y avait la loi Florange et les droits de vote double qui devaient être votés en France. L'État. Macron, de l'État. Les droits de vote double qui devaient être... L'État actionnaire, donc à hauteur de 15%. Tout à fait. De toute façon, l'entreprise décidait ou pas d'aller sur du vote double ou pas. L'application de la loi Florange. À ce moment-là, de toute façon, il fallait absolument, pour l'État, passer cette loi, cette application des droits de vote double. Ils sont montés au capital, et c'est là qu'en fin de compte, ça a créé une crise avec Nissan, parce que Nissan avait 15% de Renault. C'est ce qu'il a raconté. 15% de Renault. 15% de Renault, et par contre, n'avait pas de droit de vote. L'État français a renoncé à ses droits de vote sur ses actions, et par conséquent, l'affaire était réglée. Il n'y avait aucune raison... Non, mais il y avait un déséquilibre qu'il a essayé de compenser. L'État français ayant renoncé à ses droits de vote, en plus, l'État français, autrefois, était à 44%. Oui, excusez-moi, la crise en question, elle est totalement montée. Et elle est astucieusement montée. On est sur un coup tordu, génial. De Carlos Ghosn, selon vous? Évidemment, pour moi, c'est évident. Mais est-ce que les Japonais ne voulaient pas absolument récupérer aussi leur indépendance? Et est-ce que ces Japonais, aussi dans ce qui a été monté, entre guillemets, contre Carlos Ghosn, avec une arrestation... Carlos Ghosn a même décrit cette alliance comme étant baroque. Celle de Nantes. Là, il a rendu un côté extrêmement baroque, parce que là, la renonciation de son droit de vote, non, mais c'est hallucinant. Vous êtes propriétaire de 43% d'un grand groupe, qui est même plus important que le vôtre, et vous renoncez à votre droit de vote chez eux. Comment cela est perçu depuis l'entreprise, depuis les salariés? Alors, sur quel point? Sur ce qui se passe actuellement, ou tout simplement, effectivement, ce qu'on a tout simplement évoqué à l'instant. C'est vrai que ce sont les équilibres qui ont été mis à l'épreuve, je dirais, parce que n'oublions pas, il faut convoquer tout simplement le passé pour comprendre le présent et éventuellement penser à l'avenir. Je m'explique. L'alliance Renault-Nissan, elle ne s'est pas construite de façon capitalistique, sur un projet capitalistique. Elle s'est construite tout simplement sur un projet entrepreneurial et économique, avec des synergies, etc. Parce qu'au départ, et c'est pour ça que ce sont des participations croisées, et c'est pour ça qu'on parle de modèle baroque. Aujourd'hui, l'alliance, la preuve de que Renault et Nissan soient partenaires, et la preuve de l'alliance, ce sont les synergies, et ça se fait de façon, réelle. Dans des entreprises, dans des établissements comme à Cléon, on fabrique des moteurs Alliance qui vont sur les... Il y a un impact industriel dans le marketing, R&D, etc. Dans la recherche et le développement. Donc, du coup, en fin de compte, elle s'est construite sur la réalité économique de l'entreprise.
Et là est apparu effectivement ce problème capitalistique, bien entendu parce que l'alliance a évolué, Nissan a pris plus de poids en fait parce que c'est rétabli, et là d'une certaine façon il y a eu une perception de déséquilibre. Alors Carlos Ghosn... De quel côté la perception de déséquilibre ? De la part de Nissan. Carlos Ghosn incarnait, vous l'avez dit, l'alliance Renault-Nissan, qu'il avait d'ailleurs hissée au premier rang mondial. Selon lui, lors de la conférence de presse, il n'y a plus d'alliance, plus de ligne stratégique, plus d'innovation, plus de croissance. Vous confirmez, ou est-ce que ce sont des difficultés passagères ou des difficultés à relativiser par rapport à un contexte automobile qui est difficile aujourd'hui ? Alors, le contexte automobile est difficile aujourd'hui. Les enjeux sont colossaux. Les investissements sont colossaux pour l'automobile. Les réglementations, les normes, etc. Le passage au WLTP, enfin bref, je ne vais pas être trop technique, mais en tous les cas, les investissements doivent être partagés avec Nissan. Et dans le cadre de l'Alliance, c'est important. C'est vrai que cette année... Et Fiat, on a des chances que ça revienne ? Et cette année, en fin de compte, de turbulence, cette année de turbulence, effectivement, a fait passer, en fait, sur tous ces enjeux en second plan. Et la situation de Nissan, qui n'était pas réellement très, très florissante... Ces dernières années ? Ces dernières années, enfin, en tous les cas, depuis 1 ou 2 ans... Voilà, très récemment. Très récemment, montre qu'en fin de compte, il y avait une forme de fragilisation, tout simplement, de l'Alliance. Et juste très rapidement, ce discours, un petit peu après moi le déluge de Carlos Ghosn, comment ça a été perçu en interne ? Justement, on sait très bien que Carlos Ghosn est emblématique du point de vue de l'Alliance. Il était là au début, il a été là jusqu'à son arrestation. Et c'est vrai que à cette fameuse conférence de presse là qu'il a donnée à Beyrouth, lorsqu'en fin de compte, il parle de l'Alliance, pour les salariés qui l'écoutaient, il est clair que lorsqu'il parle de l'Alliance, on l'écoute réellement. Et quand ils entendent dire qu'en fait, l'Alliance, c'est un simulacre d'alliance sans vision et sans stratégie, là, pour certains salariés, c'est pas passé, parce que c'est leur avenir. Ils ont envie de continuer leur avenir au sein de Renault, au sein de cette alliance. Quand bien même il n'est plus PDG de Renault et il n'est plus dans le jeu, quand les salariés l'ont écouté, ils l'ont écouté comme ex-PDG, alors que lui s'exprimait comme... Et Sénart a rattrapé le coup un peu ? Comme l'homme à Beyrouth. Est-ce que Sénart a rattrapé un peu les choses ? Est-ce que le nouveau patron de Renault... C'est autre chose. Sénart a joué effectivement son rôle. Il était important tout simplement de ramener de la sérénité et de la stabilité. La priorité était bien entendu d'avoir la confiance également entre Renault et Nissan, et puis ensuite construire l'avenir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous pourrez suivre l'intégralité de l'interview accordée par Carlos Ghosn à France 24 sur les antennes de France 24 et sur le site internet. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. L'information continue sur France 24. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile. Nouvelle année, nouveau modèle. En janvier, essayez la nouveauté chez Renault. Nouvelle Renault Clio, à partir de 129 € par mois, avec 4 ans d'entretien inclus. Ok tout le monde, qu'est-ce qu'on se raconte aujourd'hui? On va proposer la Ford Fiesta Cool & Connect à 119 € par mois. C'est beau ça, avec tous ces équipements? Eh non, c'est pas ce qu'on s'était dit. Relis tes mails parce qu'il y a des mémos qui parlent de... Si, bien sûr, c'est ce qu'on s'était dit. Qu'est-ce que t'as noté, toi? Ah ouais, c'est ça. En janvier, la Ford Fiesta Cool & Connect tout équipée est à partir de 119 € par mois. Ouverture exceptionnelle dimanche 19. C'est Teddy qui l'a dit.